Alors, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir Robin. Je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi. Mais moi aussi. Donc, tu lances une chaîne, Oui, enfin, un podcast. exact. Donc, on va parler de ça. On va faire un petit focus sur pourquoi tu fais ça et un petit focus aussi sur toi et ta personnalité. Donc, on va commencer par ta présentation, tout Ouais. simplement. Eh bien, du coup, j'en profite. Donc, tu as raison. Donc, je suis Robin Préto. Donc, moi, je suis conseiller municipal 10. Je suis chef de l'opposition. Je suis élu depuis 2014. J'ai 35 ans. Je suis un Istréen de toujours. Je suis un enfant d'Istres, hein, même si je suis né à Marseille. Je suis arrivé à Istres, j'avais 3-4 ans, donc j'ai connu que Istres. Et je suis effectivement engagé dans la vie politique, la vie surtout locale. Et c'est ça aussi que je veux faire découvrir à travers le podcast. C'est pour ça qu'on le lance, c'est pour pouvoir faire découvrir un petit peu l'envers du décor aux gens qui nous écoutent, même ceux qui ne sont pas d'Istres, parce que je pense que c'est toujours intéressant de voir la politique dans cet aspect-là, dans un format qui donne un peu de temps long. Et pour donner un petit peu d'autres aspects de ma personnalité, moi je suis dans la vie, j'allais dire civile. Mon travail, c'est d'être directeur de la com pour un centre de formation dans l'industrie. Ok. Avant ça, je travaillais en cabinet politique. Je travaillais en tant que directeur de cabinet adjoint dans un département et puis aussi en cabinet à la région. Et j'ai d'autres casquettes aussi à côté, puisque je donne un peu des cours à la fac de temps en temps. Ok. Voilà, des cours de communication politique. Et je suis aussi, ça c'est une autre casquette que j'aime beaucoup, militaire de réserve à la base RN10, voilà, depuis que j'ai 19 ans. D'accord, donc là, tu as déjà anticipé un petit peu sur le parcours. Hein, Oui, voilà, du coup, ouais, t'as j'ai un peu donné déjà les éléments. voilà, des éléments. Pourquoi la politique? Alors ça, c'est vrai que c'est un truc, je pense que tu as quand même un peu dans le sang. J'ai toujours eu ces trucs, tu sais, de vouloir faire délégué de classe, tous ces trucs-là là, quand Tu t'es l'as gamin. été? Ouais, bah oui, j'ai fait que ça. J'ai fait le conseil d'administration à l'époque de mon collège. J'avais fait un sondage pour l'utilité des ordinateurs qui nous était donné par le département. Enfin, j'étais à fond là-dessus. J'ai fait le conseil régional des jeunes, le CVL, après c'est aussi lycée, le conseil de la vie lycéenne. Donc j'avais toujours fait ces trucs-là. J'avais dit que j'arrêtais quand j'allais à la fac. Et c'est pas vrai. Et en fait, j'ai arrêté un an. Et puis après, je me suis fait embarquer par les syndicats étudiants. Et puis voilà, j'étais à fond aussi dans la vie étudiante. Et donc, j'ai été élu au conseil de faculté, des choses comme ça. Et donc, au bout d'un moment, moi qui voulais faire militaire, si tu veux, pendant des années, Ok. j'ai pris goût à la politique en 2007 à la faveur de l'élection présidentielle. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais d'abord faire un peu d'études. Comme la politique et l'armée étaient incompatibles et que je voulais être militaire, je me suis dit, je vais faire un peu d'études pour pouvoir faire de la politique sans entrer en incompatibilité avec une fonction militaire. Et en fait, j'ai jamais quitté ça, comme je suis devenu réserviste dans la foulée, parce que je voulais avoir cette culture militaire. Voilà. En fait, j'ai pris trop goût à la politique, et donc j'y suis resté. Et donc, j'ai pu concilier ces deux passions, de la politique et de l'armée, Ok. avec cette vie-là, quoi. Alors, l'armée de terre ou L'armée de l'air, non. À l'armée Istres, de ouais. l'air. C'est à la base RN d'Istres. Ok. Voilà, je suis officier là-bas, capitaine au cabinet du commandant de base. Voilà. Mais du coup, tu fais comment pour partager ton temps avec tout ça? Eh ben, on s'organise, hein. C'est une orga. Hein. C'est sûr qu'après, c'est des sacrifices, c'est un peu du temps aussi. La Ouais, politique, c'est un peu j'imagine. un sacerdoce, tu t'en doutes. On se retrouve quand même pas mal, c'est pas mal les week-ends, pas mal les soirs. Mais après, c'est pas dérangeant parce que quand tu es passionné par le truc, tu vois, tu te poses pas trop la question de. Enfin voilà, c'est pas une charge, quoi, en tout cas. Ouais. Donc c'est plutôt cool et agréable. Donc c'est les soirs, c'est les week-ends, c'est des choses comme ça. Donc c'est sûr que les journées sont à rallonge, mais quand tu le fais avec passion, je suppose comme toi quand tu fais des trucs aussi, Exactement. tu vois, ça ça fait passe, partie quoi. de toi et Ouais, c'est ça, ça passe crème, tu quoi, prends le temps comme si tu prenais le temps de prendre une douche en fait. Ouais, C'est un peu ça. ouais, c'est des longues douches alors du coup, parce que c'est vraiment beaucoup de temps. Mais Oui, c'est ça. Et donc, tu appelles ton projet la grande aventure? exactement. Alors, c'est pas vraiment notre projet, mais c'est plutôt l'initiative qu'on a lancée quand on a lancé la grande aventure. C'est l'idée de se préparer en vue des élections municipales qui sont pas tout de suite. Hein, il y a encore un peu de temps, même si ça va vite. ça va vite. C'est dans un an, un peu plus d'un an. Et on a lancé ça l'année dernière. Il y a déjà une bonne année aussi. Quand on a lancé cette initiative, en fait, l'idée, c'était pas juste d'ouvrir une asso un petit peu formelle, un peu classique comme on connaît. On a voulu lancer une initiative plutôt un peu citoyenne, de se dire, bah voilà, on veut préparer la ville à un futur différent. Et donc, c'est un peu une aventure. C'est un peu une aventure avec tout son lot de connus et d'inconnus, de défis, de difficultés. Mais c'est une grande aventure qui va nous mener vers un avenir un peu plus sympa pour Istres. Et donc, c'est l'initiative politique qu'on a lancée qui vise à rassembler
à l'échelle locale, encore une fois, Mhm. en dehors un peu des étiquettes partisanes, parce qu'en fait, quand tu es dans des villes comme Istres, à petite échelle, on va dire, entre guillemets, on a quand même entre 45 et 50 000 habitants, donc tu es moins saisi par des histoires de partis du style la droite, les LR, les socialistes, etc. Tu es plus dans une vie quotidienne de dire ton centre-ville, par exemple, c'est une priorité de le développer ou pas, et est-ce que le développer, c'est un projet de droite ou de gauche, j'en sais trop rien. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'identité, on va dire, idéologique derrière. Mais quand tu le développes, c'est ton quotidien. Donc en fait, tu t'impliques pour ça. Et c'est plus une vision de la ville qui va départager les gens. Ouais. Et après, une connexion aussi, une fibre à la personnalité qui se présente, quoi. Donc, soit tu as une connexion avec ce type ou cette femme-là, soit tu l'as pas. Et donc voilà, donc, ça permet, dans cette grande aventure, d'embarquer des tas de gens qui viennent d'horizons assez différents, Mhm. et y compris sur le plan politique. Et du coup, c'est très riche. Exactement, c'est très très riche et on s'en aperçoit de plus en plus là, à la faveur des rencontres ou des événements qu'on organise, des ateliers. Là, on va peut-être en Tu n'es parler. pas un peu précurseur justement de cette, on va dire, méthode? Parce que c'est la première fois, Ouais. moi, de Ah mon ouais côté, que je vois un petit peu cette manière d'appréhender. Ouais. Ou alors peut-être parce que je Bah, m'en suis ouais, pas parce que intéressée avant. très mais, honnêtement, je pense pas être précurseur parce que, alors peut-être sur la méthode de ne pas vouloir lancer une asso sur le plan très formel, etc., et de faire plutôt quelque chose d'assez informel comme ça, avec juste un nom, une aventure, enfin une initiative qui embarque des gens, mais qui est assez hybride. Ça, c'est peut-être original sur le format, mais sur le principe, non, il y en a plein qui l'ont fait. Même nous, déjà en 2020, on avait une liste qui était assez variée. Si tu prends le maire d'Istres, il va te dire que lui, il a eu l'idée avant tout le monde aussi, parce qu'il avait rassemblé des gens de droite et de gauche avec lui. Bon, c'était pour d'autres raisons. C'est parce que comme il avait plus de parti politique, parce qu'il revenait d'affaires judiciaires et que plus personne ne voulait le prendre, il était un petit peu condamné aussi à cette innovation. Mais voilà, donc je pense pas être précurseur. Mais en tout cas, peut-être le format qu'on a sur la grande aventure est peut-être quelque chose d'un peu plus original. Donc on en parlera. Pardon. Je suis obligée. On en parlera donc juste après de ces ateliers. Tu parlais d'ateliers à mettre en place. Mais toi, personnellement, par rapport aux élections qui arrivent dans un tout petit peu plus d'1 an, comment tu t'y prépares ? Alors, comment on s'y prépare ? C'est pas mal de travail pour l'instant en coulisses, parce qu'on n'est pas encore en campagne. Je ne suis pas encore déclaré candidat, même si c'est quand même, je pense, un peu une évidence pour tout le monde, et même une certaine logique, en fait, quand tu t'impliques comme ça à mon âge, à 35 ans. En fait, j'ai été élu à 24, je me suis présenté à 30. C'est assez logique, et quand tu arrives deuxième, c'est assez logique de poursuivre l'effort. Mais rentrer en campagne, c'est une autre démarche, c'est un autre rythme, c'est beaucoup plus intense, ça te prend beaucoup plus de bande passante, j'allais dire, en termes de timing, donc il faut s'adapter aussi sur la vie pro, et donc on n'y est pas encore. En revanche, on est vraiment dans une phase pour l'instant, j'allais dire un peu de pré-campagne, où peut-être qu'on intensifie aussi nos actions sur le terrain. On essaie d'élargir aussi notre cercle, j'allais dire, de soutien et de personnes embarquées, donc c'est pour ça qu'on va aller faire plus de rencontres, on va créer un petit peu plus d'événements, comme là on fait sur les ateliers. C'est beaucoup de travail en coulisses sur une constitution, comme je te dis, un peu d'une équipe, d'un socle, d'un calendrier, d'un rétro-planning. En fait, il y a beaucoup de démarches aussi comme ça qu'on sous-estime un peu derrière quand tu veux être candidat. C'est des sous, c'est un budget, donc c'est des financements, c'est de la levée de fonds, c'est des comptes bancaires, c'est tout un schéma comme ça administratif aussi qu'il y a derrière. Et donc on s'y prépare avec une équipe qu'on étoffe, on a un socle assez solide, et plus on avance, plus on essaye d'élargir cette base-là et d'ajouter de nouvelles personnes. Et les ateliers qu'on a lancés, les ateliers thématiques, sont un peu aussi un outil là-dessus. C'est que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément envie de tout de suite s'impliquer sur une action politique, de se dire d'abord, je viens voir, je donne un peu mes idées. Donc voilà, donc l'idée, c'est surtout de se dire que ça peut être une première étape pour des gens pour s'impliquer avec nous, ou pas du tout, et juste de se contenter de ça. Et puis c'est très bien aussi. Moi, dès lors que les gens participent, même s'ils ne vont pas jusqu'à devenir des militants de la première heure qui vont faire du porte-à-porte, c'est pas grave. Nous, l'idée, c'est que les gens y connectent. Et puis tu utilises quand même des technologies de jeunes, j'ai envie de dire, Ouais. Puisque voilà, c'est pas fréquent d'avoir des personnes comme ça qui créent un podcast. D'ailleurs, tu vas nous donner ce nom.
de podcast que je trouve plutôt ben, sympa. Le nom du podcast, il s'appelle Robin Débrief. C'est un petit jeu de mots Oui. un peu basique, mais sur Robin des Bois, hein, comme je m'appelle Robin. Et puis ça permet de dire que on est là pour briefer à la fois sur la vie politique, et en particulier la vie politique israélienne, mais aussi pour débriefer, et donc pour décrypter plutôt cette vie politique locale, la démocratie locale, sur laquelle on parle peu. On a beaucoup de podcasts qui existent aussi sur la politique nationale, mais c'est vrai que sur des politiques locales et sur les coulisses de vraiment du quotidien, c'est quoi être élu local, c'est quoi une campagne municipale à l'échelle d'une commune, ça se connaît moins peut-être. Et donc là, du coup, l'idée, c'est de faire ça à travers ce podcast qui s'appelle donc Robin Débrief. Super. Alors, on parle depuis tout à l'heure d'ateliers. Oui. Donc, des ateliers qui permettent à des gens, comme tu disais, de tous horizons, à venir pouvoir échanger sur un avenir de ce qu'on voudrait sur Istres, d'accord ? C'est ça. Et alors, vite fait, on peut détailler un petit peu pour donner envie à d'autres personnes de venir quand ils écouteront ce podcast, les idées principales, puisqu'après, on pourra les développer dans d'autres épisodes. Et là, en fait, ce qu'on a fait 4 ateliers qui sont volontairement assez larges pour pouvoir justement embrasser plein de thématiques dedans. On les a fait en fonction de la vision qu'on a présentée il y a un an. Il y a un an, quand on a fait notre réunion publique qui s'appelait « Venez imaginer l'Istre d'après », on a essayé justement de projeter la ville à plus long terme, justement, à horizon 2030-2040, pour essayer de se dire c'est quoi la ville qu'on veut demain. Et on s'était dit que c'était une ville qui doit être forcément plus verte pour relever le défi climatique, une ville qui doit être plus belle pour relever le défi de l'urbanisation et du cadre de vie et du rayonnement, une ville plus innovante pour relever là encore le défi, j'allais dire, économique, le défi de l'innovation qui vraiment nous embrasse dans toute la société, sur toutes les couches de la société, et puis une ville plus humaine et plus heureuse. Et donc là, c'est le défi de l'humain, c'est la relation. Et donc du coup, les ateliers, on les a construits comme ça. Donc c'est un atelier ville plus verte, un atelier ville plus innovante, un atelier ville plus belle et un atelier ville plus humaine, ville plus heureuse. Dans la ville plus belle, tu vas retrouver des thématiques un peu d'urbanisme, centre-ville, patrimoine, aménagement urbain. Dans la ville plus innovante, tu vas retrouver toutes les questions de développement économique, formation, emploi, numérique. Dans la ville plus verte, tout ce qui est lié à l'environnement, au changement climatique, à la nature en ville, toutes ces thématiques-là, à la biodiversité. Et enfin, la ville plus humaine, plus heureuse, c'est tout ce qui va toucher au social, à la santé, à la sécurité. Donc, par rapport à ces ateliers, tu fédères un petit peu les bonnes volontés, mais il me semble que tu as déjà une petite équipe. Oui. Comment tu t'es entouré de ces personnes ? Comment on s'entoure ? En fait, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix, dans le sens où, en fait, les gens, tu ne les forces pas à venir travailler pour toi. Je ne les rémunère pas, ce n'est pas mes salariés. Donc, je ne peux pas dire, toi, tu viens, tu travailles pour moi. Donc, ça part toujours, en fait, d'une volonté de la personne qui est avec nous, de se dire, tiens, j'ai envie de m'investir. Alors, soit ça va être des gens que j'ai croisés au cours de ma vie, tu sais, ça va être des amis, des choses comme ça, et qui vont se dire, tiens, je t'embarque, j'ai envie de me lancer là-dedans, je fais de la politique. Au début, ça a été des contacts, quand moi-même, je me suis engagé en politique, c'est les gens, je vais te donner Jocelyn qui est élu avec moi, il était impliqué avant avec d'autres candidats et moi j'étais sur cette liste, on a sympathisé et puis voilà, l'amitié fait que du coup on est resté, on a partagé la même vision, la même analyse des choses, donc ça reste. Et puis après il y a d'autres gens qui sont venus, qui nous ont rejoints, soit pendant la campagne parce qu'ils sont venus un jour nous écouter à la permanence pour une réunion publique, soit parce qu'ils sont venus là récemment à nos vœux, à la présentation des vœux parce que c'est un événement public, les gens l'entendent et donc il y a toujours des curieux qui viennent, soit parce que certains nous ont écrit ou contacté parce qu'ils nous ont dit je vous vois passer sur les réseaux sociaux, etc. Ça m'intéresse, que je pourrais vous rencontrer. Et donc c'est comme ça qu'on s'entoure et en fait très naturellement ça se fait avec des gens qui ont cette même énergie, cette même vibes et donc du coup ça se fait assez naturellement, on s'entoure comme ça. Ok. Et on va rentrer un petit peu dans le piquant, j'ai envie de dire. Ouais. S'il y en a, bien sûr, puisque peut-être qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des difficultés dans une préparation comme ça ? Ah, mais bien sûr. Ah oui. Alors, c'est pas lesquelles ? En fait, il y a des difficultés, je pense, dans toutes les villes, mais par contre, à Istres, il y en a des plus grosses, parce que c'est vraiment particulier. La politique à Istres, il faut, pour ceux qui nous écoutent, et soit ils connaissent, donc ils savent de quoi je parle, soit ils connaissent pas, il faut qu'ils prennent conscience que en face, on a un système politique, si tu veux, qui est quand même là depuis très longtemps, très ancré,
très fort sur le plan de la tactique, la stratégie politique. C'est une très forte intelligence, mais une intelligence assez froide et qui vraiment laisse pas de place quoi, à l'opposition. Donc il y a eu des époques, moins aujourd'hui, mais quand j'ai débuté, c'était très tendu les conseils municipaux. Enfin, c'était du micro coupé, c'est des choses comme ça. Oui, non, mais, à un moment donné, même si tu veux, au début, on avait des bureaux, comme tous les élus. Notre liste avait un bureau dans le 3e étage de la mairie, avec tous les autres groupes politiques, etc. Puis quand ils ont vu qu'on était un vrai groupe d'opposition, qu'on n'était pas là pour dire en fait ce qu'ils avaient envie d'entendre, on nous a mis fin au bureau, on nous a supprimé le badge d'accès, et du jour au lendemain. Donc à un moment donné, je voulais aller au bureau et je n'arrivais plus à passer la carte. J'appelle la directrice du cabinet, je suis mais je peux plus rentrer. Elle me dit mais c'est normal, monsieur Préto, on vous a donné un autre bureau dans un autre bâtiment qui a un placard à balai en fait, si tu veux. Il y a une table, une chaise, un vieux téléphone analogique et j'ai dit mais quand même il y a le secrétariat des élus, on reçoit du courrier et tout. Je me dit ah mais il n'y a plus besoin parce qu'on vous a mis une boîte aux lettres en bas à l'accueil. Donc en fait quand tu rentres dans la mairie, tu passes le sas là, il y a sur la droite tout de suite il y a un petit présentoir avec des tas de fascicules. Tu tires le présentoir parce qu'ils le foutent toujours devant. Et derrière, là, au fond, il y a des petites boîtes aux lettres toutes maigres là, dans lesquelles ils nous mettent nos courriers. C'est ça, notre secrétariat. Donc voilà, c'est une petite méthode un peu comme ça. Quoi. C'est très facile concret, d'évincer les personnes. Voilà. Comme tu dis, on est gros, on est imposant. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile là-dessus. Et puis c'est difficile parce que il y a une telle... comment dire, il y a une telle un peu peur, un peu chape de plomb aussi sur la ville là-dessus, c'est que même pendant longtemps, j'avais du mal à aller rencontrer des associations. Quoi. Venir dans des AG d'assos, c'était compliqué. Les gens, ils étaient gênés que je sois là parce que j'étais l'opposition et qu'ils se disent, mais s'il y a l'opposition qui est là et que le maire le sait, est-ce qu'il ne va pas nous couper la subvention et vraiment, il y en a plein qui m'ont dit, vous savez, moi je vous aime bien, mais bon, je ne peux pas trop m'afficher trop avec vous. Enfin, tu vois, même quand tu marches en Russie, c'est quand même pas normal qu'on n'est pas non plus en Russie. Quoi. Mais bon, voilà, il y a quand même cette ambiance-là, donc c'est assez difficile parce que tu dois fournir d'autant plus d'efforts que t'es pas rémunéré non plus pour ça. Moi, je suis payé 0 € par mois pour être conseiller municipal d'opposition. J'ai 0 moyen, j'ai que des bâtons dans les roues, je suis invité à rien. Toutes les invitations que les assos, par exemple, font pour leurs AG, etc., ils redonnent l'information à tous les élus, sauf l'opposition. Donc, en fait, quand tu es dans l'opposition, soit tu as un ami qui t'a dit « Ah tiens, il y a tel AG qui va faire... ou il y a tel événement à tel endroit et tu vas y aller, parce qu'on te l'a dit avant. Sinon, ne compte pas sur la mairie pour t'informer. Ils vont informer tous les élus, sauf toi. » Donc, ça demande un peu plus d'organisation, plus de présence sur le terrain si tu veux bien faire les choses. Donc c'est un peu dur pour ça. Mais bon, on y arrive. Donc, c'est une ambiance... c'est bof. C'est bof. Après, il y a eu vraiment pire. Hein. Très honnêtement, franchement, dans les années 2014, c'était vraiment très, très violent. Quoi. C'était très tendu. Très, très tendu. Ça s'est apaisé. C'est cordial, je dirais. On n'est pas copains, mais moi, j'ai pas une logique de vouloir voir non plus mes adversaires comme des ennemis. Moi, si tu veux, et là, si on parle vraiment après du personnage et de la personnalité plus du maire d'Istres, donc de François Bernardini, moi, je suis pas, comme on n'est pas du tout de la même génération, j'ai pas le même passif que peuvent avoir certains avec lui, où vraiment ils sont dans une espèce j'allais dire de revanche, de désir de revanche avec lui. De vouloir en découdre avec sa personnalité, avec sa personne, parce qu'il les a trahis, il leur a fait ceci ou il a fait cela, ou j'en sais rien. Moi, je suis pas mu par ça. Moi, il m'a rien fait de particulier. J'ai même été, ce que je dis souvent, un enfant des politiques publiques qu'il a fait à la grande époque d'Istres, quand il y avait la pyramide, la piscine d'été du CEC, enfin plein de choses comme ça. Donc j'ai bénéficié, si tu veux, de cette époque-là un peu faste. Donc moi, il m'a rien fait, mais je pense juste que voilà, on n'a pas la même vision parce que c'est des générations différentes. On n'a pas la même vision de la politique, on n'a pas la même méthodologie en termes de politique. Et puis je pense qu'il pense pas, il voit pas la ville comme je la vois aujourd'hui. Mais parce que je pense que voilà, il arrive à un stade où je pense qu'il est un peu dépassé. Il a pu avoir un côté un peu visionnaire à une époque, mais il l'a plus aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu comme les joueurs de foot. À un moment donné, il faut accrocher. Pour prendre la retraite. Exactement. Ok. Et toi, quelle est ta vision pour la commune dans les prochaines années ? Ça doit être une ville, c'est ce qu'on expliquait aussi il y a un an, une ville à vivre toute sa vie. Alors ça veut dire quoi ? C'est peut-être un peu bateau, mais l'idée c'est de faire d'Istres un peu une bulle de tranquillité. Là, quand tu mets la télé, c'est un petit peu le bordel quand même dans le monde entier, y compris même en France, c'est pas quand même hyper glam. Et c'est de se dire que puisque c'est si difficile et qu'on est un peu dépendant de tout ça, c'est d'essayer, non pas de vivre en autarcie, etc., mais de se dire qu'on peut arriver à faire d'Istres un espèce de havre un petit peu de tranquillité pour la vie du quotidien. Et que ça doit être une ville qui doit être à vivre toute la vie, dans le sens où
que tu aies 0, que tu aies 100 ans, quel que soit ton âge, tu trouves à Is tous les services dont tu as besoin. Que tu vives dans un cadre de vie qui est agréable et qui est joli. C'est une ville provençale, qui a une âme provençale, il faut qu'elle revienne, il faut la mettre en valeur parce que c'est ça qui est sympa et c'est ça qu'on vient chercher aussi quand on vit dans ces villes un peu moyennes qui sont entre campagne et ville. Tu vois, ils ont un peu ces deux visages. C'est une ville qui doit pouvoir répondre à toutes les catégories d'âge, aussi aux jeunes, tu vois, qui sont un petit peu les oubliés, un peu, je pense, de la ville. C'est une ville dans laquelle tu trouves des services pour tes gamins, dans laquelle tu trouves aussi une offre de santé qui te correspond, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une offre de loisirs, une tranquillité, donc une sécurité aussi, des emplois, enfin, tu vois, tout ça. Et c'est en fait une ville à vivre toute la vie, une ville agréable. Et donc ça, c'est un peu, peut-être des grands mots, mais c'est un vrai défi. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de marge de progression. Il y a des choses très bien. Si je suis très bien et que je m'implique pour cette ville, c'est que je l'aime profondément et que je suis convaincu qu'elle a un grand potentiel et qu'elle a des atouts. Oui, tu ne vas pas tout révolutionner en mode on va tout détruire pour reconstruire. Mais pas du tout. Tu vas utiliser l'existant. Mais l'existant, voilà, non, mais surtout que, comme je t'ai dit, il y a des choses qui ont été très bien. Moi, je reconnais qu'il y a des choses qui ont été très bien faites aussi par la majorité actuelle. Donc l'idée, pour moi, c'est tourner une page, c'est pas de la déchirer. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc par contre, je pense qu'il y a certains sujets qu'on abordera peut-être dans d'autres épisodes de podcast, mais qui sont vraiment qu'on gère mal, qu'on gère plus. Le centre-ville. Le centre-ville, c'est une catastrophe. Voilà, il faut se le dire. Et c'est pas dénigrer sa ville ou c'est pas être négatif que de le dire. C'est un constat. Et c'est un constat que je pense 100% des gens partagent. Ou peut-être 99,9% si on enlève la municipalité actuelle. Mais tu vois, tout le monde le partage. Quand on se dit que ça bétonne trop dans la ville et qu'on surconstruit en termes d'aménagement et de logement, etc., c'est une réalité aussi. Et je pense que, justement, c'est ce que, quand les gens s'opposent à ça, ils s'y opposent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, oui, ils ont envie qu'il y ait une offre de logement. Oui, ils ne sont pas contre le progrès et le développement de leur ville. Mais il faut quand même que ça ne supprime pas son âme d'origine. Et son âme, c'est quand même d'être, encore une fois, une ville moyenne entre campagne et entre urbain, quoi. Tu vois, c'est urbain et campagnard à la fois, quoi. Tout à fait. Et tu vas avoir un programme. Ouais. Ça va sortir quand ça ? On a le temps. Dans quelques mois. Ouais. Je ne sais pas encore de date très précise, mais ce n'est pas tout de suite. Ça sortira pendant la campagne. Comme je te disais tout à l'heure, on n'y est pas encore dans la campagne. Ouais. Et nous, l'idée, c'est pour ça qu'on a fait ces ateliers, c'est que ça permet aux gens de venir partager et construire avec nous ce programme. Et ce projet électoral, donc là, l'idée, c'est que jusqu'à l'été, tous ceux qui veulent y participer, ils participent, nous donnent leurs idées. Il y a des ateliers. Moi, je me mets volontairement en retrait de ces ateliers. Je n'y participe pas. Je laisse participer mes équipes là-dessus et les animer elles-mêmes, justement pour pouvoir que la parole vienne naturellement pour les gens et que moi, je n'entende pas tout de suite. Ouais. Et on fera une restitution avant l'été. Et après ça, on approfondira certains sujets. Parce que moi, bien sûr que j'ai des idées. J'ai déjà, si tu veux, des projets très concrets dans ma tête. Mais je suis toujours preneur un petit peu des idées que peuvent avoir les gens parce qu'il y a toujours des choses intéressantes qui peuvent venir s'ajouter ou peut-être des perspectives qu'on n'avait pas vu, mais on se dit peut-être que là il faut y aller. Et puis à côté de ça, je vois aussi pour certains sujets plus techniques, on va dire plus compliqués, je vois des professionnels. Je te parlais de la santé. Je suis en train, là c'est en ce moment ce que je suis en train de faire, je suis en train d'avoir pas mal de médecins, de professionnels de santé, pour vraiment rentrer dans le détail de la problématique avec des chiffres, avec vraiment de la donnée technique, pour bâtir un projet qui est vraiment costaud. Donc le projet on attend, mais il se travaille effectivement déjà maintenant. Ok. Et par rapport à tout ça, toi, tu as des principales priorités ou vraiment c'est un global pour toi? Oui, il y en aura. Après, on les donnera peut-être plus tard, mais effectivement, il y a des priorités. Et je dirais, pour l'instant, il faut en rester à ces 4 priorités parce que je ne veux pas non plus donner des priorités que j'ai en tête sans avoir fait la restitution finale avec tout le monde parce que je veux pas non plus brider en disant ça va être ça les priorités, alors que j'attends aussi de voir ce qui va sortir de un peu cette démocratie locale, cette consultation publique qu'on fait, parce que peut-être que ça va changer un petit peu certaines priorités ou que ça va les conforter. Et je me dis on va attendre, on va voir d'ici cet été et je pense qu'à la rentrée on pourra définir un petit peu quelques axes prioritaires, mais déjà tu vois, tu as un peu tout compris quand on se dit que ça va être une ville plus verte, une ville plus belle, une ville plus innovante, une ville plus humaine. Voilà. Il y a quand même les 4 axes prioritaires sont là. Après, comment ça se décline en termes de projet concrètement, on a encore un peu le temps. On a un peu de temps, et alors, du coup, on parlait on a pu entendre parler de ces habitants qui pouvaient un petit peu fuir la ville.
puisque ben voilà, elle est plutôt très attractive, on va dire. Ah oui. Donc là, déjà, toi, c'est pareil. Là, tu vas attendre un petit peu le travail de ces ateliers ou déjà Non, mais tu on va attendre. Mais sens. ce qu'on peut déjà se dire, c'est que c'est encore une fois, c'est ce qu'on dit quand on parle de ville plus belle, c'est que une ville, ça a une âme et ça a une gueule. Et en fait, ce qui fait le cadre de vie aussi de la ville, c'est la manière dont tu l'aménages sur le plan urbain. Et donc, c'est aussi une question d'architecture, d'entretien, tu sais, du patrimoine, des façades. Istres, c'est un village provençal à la base qui a bien grandi à la faveur de l'essor industriel du golfe de Fos. Mais il y a quand même cette âme historique. Et si tu la valorises pas, si ce centre-ville qui a un caractère provençal, tu le mets pas en valeur, tu rénoves pas les façades, tu l'habilles pas avec de la végétation, avec des éléments culturels, des choses comme ça, ben tu permets pas aux gens de se dire bah tiens, c'est une ville sympa, j'ai envie d'y rester. En fait, tu as envie d'y rester parce que c'est joli. Il a fallu créer quand même un faux village provençal en Provence pour y mettre des boutiques. Et moi, j'étais quand même assez choqué de voir des gens, quand ils vont le visiter, ils prennent en photo les façades et le campagner. Quoi. Non, mais c'est quand même un truc de carton-pâte, c'est bidon, c'est le Disneyland de la Provence, mais ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, ce qui plaît aux gens, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont un cadre, un environnement urbain qui est joli, qui est attractif, qui a du charme. Et c'est ça qui fait que demain, si tu pars pas déjà, tu partiras pas parce que tu as ça, parce que tu as une ville qui est jolie, qui est agréable à voir, tu as un cadre de vie qui est sympa. Il y a des parcs, il y a de la nature, c'est propre, c'est pas sale. Enfin, et ça compte. Et on se rend vraiment pas compte à quel point c'est important. Et donc, tu vois, déjà, de travailler fortement là-dessus, d'y mettre des moyens, mais ça, déjà, tu auras répondu à une grosse problématique et à une grosse partie de la question sur comment on fait pour pas qu'ils s'en aillent. Après, bien sûr, il y a plein de choses annexes. Il y a une offre d'emploi, il y a des services publics à mettre, il y a une offre, encore une fois, de santé qui est très déficitaire et qui n'aide pas aussi pour pouvoir garder des habitants ou des choses comme ça. Mais voilà. Alors, avant de partir à la découverte du Robin un peu plus perso, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Bah, non, si ce n'est de dire aux gens, en fait, si, du coup, je dis non, mais c'est si, mais c'est plutôt de dire aux gens, venez. Tu sais, on en reparlera, mais c'est vraiment impliquez-vous et puis regardez ce qu'on fait sur les ateliers parce que même sans, c'est pas engageant, donc n'hésitez pas à venir participer aux ateliers. C'est vrai que les gens, tu crois que c'est un peu une crainte du coup, ouais. c'est ça. Mais je les comprends aussi. Hein. Tu sais, la politique, tu vois l'ambiance politique au niveau national, c'est quand même très clivant comme sujet. Quand tu es dans ta vie lambda, que tu n'as jamais fait de politique, tu vois, aller se montrer dans une réunion politique, tu vois, c'est pas neutre. Il y a toujours, et surtout à une petite échelle, tout le monde se connaît. Ah putain, du coup, mais droite et de gauche, machin. Tu vois, il y a toujours un peu peur du jugement comme ça. Et puis en plus de ça, c'est putain, les contre Bernardini, les pour Bernardini, les pour Préto, les contre Préto. Donc, je pense que les gens, ils sont toujours un petit peu réticents parce qu'ils ont toujours peur à la fois de se retrouver un petit peu étiqueté avec une étiquette qui peut coller parce que la politique, c'est quand même pas un truc qui est très bien vu. C'est dommage, mais donc, ouais, je pense qu'il y a une réticence. Et sans aller jusqu'à s'engager, c'est pour ça que je les incite vraiment au moins à venir pour donner des idées. Ça n'engage à rien, ça, pour le coup. Tout à fait. À être curieux. Oui. Alors, on passe au Robin perso. Alors, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? La politique. Non, mais oui. Forcément, la politique. 2, qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Je te dis, ma deuxième passion, ça a quand même été l'armée. Ça paraît bizarre comme passion, mais moi, je suis fan de ça. Moi, tu sais, servir mon pays, des trucs comme ça, ça paraît grandiloquent, mais en fait, c'est quand même un vrai truc qui me botte. Donc, je suis passionné d'armée, je suis passionné d'hélico, j'ai des trucs comme ça. Et après non, j'ai sinon d'autres passions que celle, en fait, de prendre du plaisir avec tous mes potes, etc., plutôt à boire des coups. En fait, j'aime beaucoup j'ai une vie sociale assez dense. Et vraiment, quand je fais pas de politique, ou quand je fais pas d'armée, ou quand je fais pas de boulot ou de cours à la fac, c'est vraiment ma première échappatoire, c'est les potes, quoi. C'est vrai qu'on pourrait t'appeler la pieuvre, du coup. Ouais, on fait plein de choses. Et alors, dans les discours Miss France, on leur demande de donner 2-3 mots là sur la cause qu'ils défendraient. Et, du coup, c'est la cause animale souvent qui revient. Du coup, t'as la même ou t'en as une à toi? La cause animale, non, c'est...
Enfin, en cause, j'ai pas une cause Ouais. plus forte que l'autre. Moi, si tu veux, en fait, ma cause, c'est Istres, quoi. Voilà. Ouais. Ça, en tout cas, c'est ça à mon échelle. Peut-être qu'un jour, ça changera. Mais là, vraiment, le truc qui m'obsède, hein, on peut même le dire comme ça, c'est quand même ma ville. Enfin, c'est quand même la ville où j'ai grandi. Et moi, ça me tue de voir ce qu'elle devient, parce que je suis convaincu du potentiel qu'elle a. Et donc, ma cause, c'est ma ville. Ok. C'est Istres. Et alors, tu appelles cette aventure la grande aventure. Ouais. On pourrait comparer ça aussi un petit peu à un grand voyage. Mmh. Mais en vrai voyage, toi, ce serait quel voyage Si je devais en faire déjà fait J'en ai fait quelques-uns. Ouais. Assez récemment, en fait, dans ma vie, j'ai peu voyagé. Je voulais absolument me faire New York parce que je suis complètement fan de cette ville. Ok. Et j'ai fait ça. J'ai fait un peu. Après, c'est plus pour des raisons personnelles parce que j'avais des mariages. Donc, j'ai fait l'île Maurice, j'ai fait Israël. Mais j'ai pas plus voyagé que ça. Non, si un jour je devais refaire un voyage, ce serait certainement encore en Amérique. Pourquoi ? Mais je sais pas, c'est un truc qui me passionne, peut-être parce qu'on est bercé par cette culture-là aussi, j'ai envie de la voir de près. Ok. Je l'ai trouvé assez impressionnante quand tu vas à New York. Alors après, elle a des gros défauts, hein. Franchement, je les regarde aussi avec beaucoup de recul, les Américains. Mais j'aime bien ce délire-là qu'ils ont. Après, il y a le Canada aussi, j'aimerais bien faire. Ok. Et de tous les voyages que tu as pu faire, tu ramènes quoi avec toi ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent pour toi dans ta vie politique ou ta vie personnelle ? Alors, peut-être tu trouves des idées pour la vie politique à New York parce que tu vois des villes très développées qui sont quand même très, très avant-gardistes sur des tas de choses. Donc, tu peux voir des choses dans la rue ou des parcs ou des choses d'aménagement. Tu dis, tiens, c'est intéressant. Mais après, honnêtement, dans les voyages, tu ramènes toujours quelque chose de très personnel. C'est des souvenirs et c'est des expériences de vie aussi qui te forgent, quoi. Moi, je vais te dire, la chose la plus... Voilà, les plus fortes que j'ai ramenées de mes voyages, c'est le seul voyage que j'ai fait en Israël quand je suis allé moi à Jérusalem, parce que c'est quand même une ville qui est particulière, quoi, qui est quand même figée dans le temps. Tu te retrouves quand même des millénaires avant, c'est brassé de plein de religions, c'est très particulier Jérusalem, mais c'est très fort aussi, c'est très intense comme ambiance, avec des gens qui sont presque fanatiques, j'ai envie de dire, que tu croises là. Et j'ai à la fois été déçu quand j'ai visité le Saint-Sépulcre, parce qu'en fait, c'était en plein travaux, donc masse de monde, tu te dis c'est un lieu très symbolique, mais en même temps, tu avais le marteau burin à côté, tu te dis c'est un enfer, en fait, c'est terrible. Et à la fois, je me suis retrouvé par hasard dans une petite chapelle avec un groupe qui s'est mis à chanter du gospel, et j'étais quasiment seul dans l'église. Je me suis dit, en fait, c'est magique, quoi. Oui. Donc voilà, c'est plus ça, tu vois, que tu vas ramener de voyage, ces petits souvenirs, petites expériences comme ça. Est-ce que tu te prêterais à un petit jeu ? Vas-y. Pour connaître un peu plus tes petites habitudes. Du coup, t'es plutôt thé ou café ? Ah non, café. Ah ouais ? Ouais. Café. Café. T'en prends combien par jour ? 2-3 par jour. Oh, ça va. Ça va. Ah non, mais après, je suis pas bien. Moi, je suis déjà tellement à 2000 à l'heure, quoi. Si tu me mets des cafés, après, je fais un AVC, quoi. Tu vois. Non. Vas-y. J'en prends un le matin quand j'arrive, j'en prends peut-être un autre dans la matinée, à 10h, et puis un après le déjeuner, quoi. Ouais, bon, ça va. Ouais. Mais c'est quand même plutôt café. Ouais. Du coup, tu as un petit peu répondu par rapport à certaines questions. T'es plutôt du matin ou du soir ? Matin. Ah bon, j'aurais dit le soir, moi. Non. Alors je suis par du soir. Au fait que oui, mais parce que la vie sociale. Potes, t'as raison, la vie sociale c'est le soir, mais ça m'arrange pas, quoi. Parce que moi je préfère le matin. Donc, mais j'ai pas le choix. Donc quand je fais une vie sociale avec des potes, d'ailleurs, qui se foutent de ma gueule, parce qu'en fait je m'endors toujours en soirée. Je vais avoir à 23h ou minuit. Moi je vais me mettre à me coucher dans un canapé, alors qu'eux ils sont encore en train de faire la fête. Mais non, en vrai, je suis plutôt du matin. Mais tu dors beaucoup ? Et je dors pas assez. Mais moi, j'aime bien dormir 7-8 heures quand même par jour. En fait, j'en dors 6. J'arrive pas à faire plus parce que en fait, je traîne quand même le soir parce que je fais toujours des trucs. Je lis un peu des fois aussi quand même. Mais non, je suis plutôt du matin. Et j'adorais à une époque, j'étais seul au bureau. J'arrivais à 7h30 au bureau, là, dans mon ancien boulot. Et tu as vraiment l'impression que le monde t'appartient le matin. Tu sais, tu es seul, tu avances sur tes dossiers pendant 1 heure. Il n'y a personne encore au bureau. Et vraiment, ce sentiment de conquête du monde, tu vois, tu l'as quand même le matin en se disant, ouais, je suis en avance sur le monde, quoi. Et du coup, tu te sens plus conquérant. Non, le soir, après, j'aime bien, je reste parce que c'est la vie sociale, tu vois, c'est comme ça qu'elle est faite, la vie, mais plus le matin. Ok. T'as tes petites manies.
Ou des tocs. Ah ouais, non, oui. Allez, vas-y. Non, mais les tocs, mais j'en ai plein. Après, je ne saurais pas te dire tout, mais j'ai toujours le toc de devoir ranger droit les choses, tu sais. Là, ça me stresse un peu quand c'est pas symétrique. Voilà, j'ai des petits tocs comme ça. Dans ma salle de réunion au bureau, si la table elle a un petit peu de travers, je vais la ranger. Si la chaise n'est pas rangée, je vais la ranger. Ça me stresse que ce soit pas droit, aligné. Ah ouais. Et ça me stresse. Toute proportion gardée, hein. Je me mets pas m'évanouir non plus, quoi, tu vois. Mais voilà. J'ai des petits tocs comme ça. Ouais, tu sais, les papiers, je les mets droits. Là, tu sais, je vais au resto là, tout le temps. Là, je vois qu'il y a des cartes de visite des gens. Je prends toujours une carte de visite. Ah ouais, je les remets droits. Je les retapote, etc. Je les remets droits. Psychopathe, on va se dire, Dieu. Je te jure, il est fou. Donc voilà, j'ai au moins ça là. Après, j'en ai certainement d'autres, mais qui me viennent pas là en tête. Mais c'est déjà pas mal. T'as des petites routines? Genre vraiment des journées type genre le week-end, le dimanche. Tu sais quoi, la seule alors à part le matin en routine où mon réveil va sonner à 6h50, je vais snoozer, tu sais, 2-3 fois. Je vais sortir du lit à 7h30. Voilà, tout ça c'est une première routine, en me disant bon allez, il faut y aller maintenant cette fois-ci. Et après mon autre routine, c'est d'aller déjeuner chez mon père le samedi midi. Voilà, ça c'est et puis c'est la routine qu'on a, ça va être viande, frites, salade. Voilà, et c'est parce que c'est le seul moment où, en fait, que je sanctuarise un peu dans la semaine pour voir ma famille, mon père, ma belle-mère, 2 fois ma mère aussi qui vient. Donc voilà, c'est la vraie seule routine que j'ai. Sinon, tous les soirs, il n'y en a aucun qui se ressemble. Regarde, ce soir, je fais des podcasts. C'est vrai. C'est dommage pour autre chose. Et avant de terminer, tu te vois où dans 5 ans? Touche du bois, hein, mais si déjà on pouvait se voir à la mairie, ce serait pas mal. Et ce sera déjà beaucoup. Et quel conseil tu donnerais au petit Robin? De quel âge, le petit Robin? Non, peu importe. Alors peut-être celui, mais c'est toujours son parce qu'on a déjà, c'est terrible de se dire ça à 35 ans, qu'on a déjà un peu des regrets, mais en fait c'est peut-être d'oser davantage. En fait, tu sais, quand j'étais peut-être jeune ou ado, tu t'interdis plus de choses. En fait, tu te dis toujours... tu vois, tu as toujours été un élève sage. Moi, tu sais, quand j'ai ramené ma première observation en 6e, j'en ai pleuré, quoi. Tu vois, j'avais peur de mon père qui va m'engueuler, etc. Mais je me dis, en fait, tu vois, je ne vais pas le dire trop fort, mais c'est bien aussi de faire des conneries, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est des souvenirs. Mais ça t'apprend aussi. Oui, ça t'apprend. Et puis voilà, transgresser, c'est... C'est excitant. Non, mais c'est excitant, puis c'est bien, ça fait partie d'une expérience. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est dans la mesure. La transgression, elle se mesure aussi. Il faut pas non plus se mettre à brûler des bagnoles, tu vois, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, faut oser, faut tenter des trucs, faut se lancer. Je me suis interdit, tu sais, de voyager un peu pour ça aussi, à cause de la politique, parce que je dis, ouais, mais si je pars et qu'il se passe quelque chose... Non, mais c'est complètement con, tu vois, de dire, en fait, frérot, le monde t'attend pas, quoi, en fait, non plus, toujours. Quoi, tu sais, t'as 20 ans, bon, ça va, le monde, il sera toujours debout quand tu vas revenir, il va pas se passer des milliards de choses, et donc j'ai commencé à me libérer de ça un peu, assez récemment, quand même, il y a quelques années, mais de me dire, c'est pas grave, le monde m'attend pas, de toute façon, donc il faut vivre, il faut se balader, il faut voyager, il faut... Voilà, faut oser. Ok. Je rappelle le nom de ton podcast qui est Robin Débrief. Oui. On pourra le trouver sur quoi? Sur Spotify déjà, pour la version vidéo parce qu'elle existe sur YouTube. Et puis on va essayer d'élargir, comme on va essayer de créer des comptes un peu sur Deezer, Amazon Music, enfin des choses comme ça. Enfin, on va voir. Mais déjà au moins sur Spotify, ça c'est sûr. Ok. Donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Ah oui, oui. D'autres. Mais l'idée, c'est d'en faire d'autres, d'approfondir aussi certains sujets, peut-être de parler un jour, je sais pas, de faire un podcast sur le centre-ville, un podcast sur, je sais pas, la santé, enfin, il y a plein de sujets, je pense, à aborder, et ce sera intéressant justement de les aborder, et de pouvoir rentrer dans le détail de tout ça. Ok. Je te laisse le dernier mot pour conclure. C'est très simple, c'est merci. Merci déjà à toi pour avoir donné la réplique et d'avoir... non, mais franchement, moi je suis très content en plus qu'on puisse arriver à le faire. J'avais ça en projet depuis longtemps. Donc merci à toi, merci à Manu et à toutes les équipes là, qui sont derrière, là, qu'on ne voit pas. Mais merci à eux. Et puis merci aussi à ceux qui nous écoutent. On espère surtout qu'ils vont être nombreux. Eh bien, écoute, le message est passé. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Prochain épisode.